1991, je l'appelle l'année fatale. Vous voyez, je vais encore pire après. J'ai beaucoup de... Année fatale, pourquoi? On invente quelque chose qui pouvait là encore sembler sympathique, qui a été supprimé par la loi de 2004, c'est ça? C'est le capital temps formation. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette mesure. C'était grosso modo des formations de plus de 300 heures et éventuellement l'employeur allait les prendre en compte dans le cadre de votre évolution, voire de votre promotion. Alors ça a très peu marché, si ce n'est dans quelques branches, mais quand je dis année fatale, c'est que pour négocier cela, une organisation, la CFDT pour ne pas la nommer, va inventer quelque chose qui est de l'ordre, enfin le terme co-investissement. Et à partir du moment où le co-investissement a été porté sur les fonds baptismaux de la formation, je pense que le verre était dans le fruit et que tout ce qui va découler de 91 à 2011, non, 12 là, parce qu'on va en avoir une nouvelle loi en plus, vous avez vu? On en a promis une nouvelle encore, il y avait longtemps. Donc le co-investissement, je pense, est une notion extrêmement dangereuse, puisque ça renvoie là encore la responsabilité sur l'organisation et sur la personne, avec ce qu'a dit Pierre tout à l'heure. C'est vrai qu'en quoi les individus qui ne sont pas dans des situations privilégiées peuvent savoir sur quelle machine ils travailleront, sur quels produits ils travailleront, avec quel process industriel et dans quelle structure organisationnelle qui peut avoir changé 4 fois de nom et d'organisation, voire avoir été délocalisé. Donc c'est extrêmement improbable qu'on puisse vraiment gérer soi-même sa propre formation. Voilà. 2002, un progrès. C'est la loi sur la validation des acquis de l'expérience. Là encore, qui est tout à fait intéressante, avec des usages pervers, voire biaisés de la VAE. Un certain nombre d'industriels considèrent que puisque les gens peuvent avoir la compétence et la certification sans formation, autant engager des processus de validation collective qui feront autant d'économies sur les plans de formation. Donc à la fois, ça permet d'obtenir des certifications, mais ça permet aussi de ne plus envoyer une partie des personnels en formation, puisque les certifications demandées peuvent être obtenues à moindre frais et en moindre durée grâce à cette loi que je défends bec et ongle, pour reprendre la métaphore de l'oiseau, bête et griffe peut-être, bec et griffe, j'aurais dit. Voilà. Mais reste que, là encore, si les usages, s'il n'y a pas un contrôle social sur les usages, il peut y avoir des dérapages tout à fait. Voilà. 2004, l'année terrible. Victor Hugo, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça renvoie, c'est mon côté parisien encore qui parle. La notion d'éducation permanente est retirée de cette nouvelle loi sur la formation professionnelle. Alors, le titre de la loi, je vous le rappelle, c'est formation professionnelle tout au long de la vie. C'est pas formation tout au long de la vie professionnelle, qui éventuellement regarde les organisations de travail. C'est qu'elle n'est professionnelle toute la vie. Éventuellement, même quand vous êtes sorti du travail, elle ne peut être que professionnelle. Je pense que cette appellation-là est très significative, que le professionnel apparaisse au tout début de la formule, et non pas tout à fait à la fin. Donc, regret, l'éducation permanente est évacuée de la fameuse loi. Et de mon point de vue, cette loi de 2004, ce n'est plus une tentative d'associer le capital et le travail comme l'avait fait celle de 59 ou celle de 68. Et je dis ça à un représentant du MEDEF l'autre jour, il a manqué de tomber de sa chaise, le pauvre homme. Et je lui ai dit, gentiment, en fait, cette loi de 2004, c'est tout pour le capital, rien pour le travail. Et il n'a pas trouvé ma formule très adaptée. Après, il a dit des choses très désagréables sur moi. Mais bon, je suis habitué. Voilà. Donc, une loi qui, très largement, pour reprendre les choses un peu sérieusement, va servir les organisations de travail et pas forcément ceux qui y sont impliqués. Voilà. Et là encore, des regrets tout à fait importants. Même si les organisations syndicales de salariés, il faut bien le dire, à l'époque, ont réussi à sauver le CIF, avec les limites que j'évoquais tout à l'heure, on va avoir apparaître un espèce de mythe qui a été, non pas dénoncé, mais énoncé par Pierre Caspar, c'est celui de vous être co-responsable de votre compétence. Et donc ça, c'est de l'ordre du mythique pour moi, compte tenu de ce qui a été dit préalablement. Quelque chose qui peut apparaître comme une avancée, c'est le DIF. Mais là encore, on vous donne un droit individuel, sympathique, à condition que vous soyez adoubé par votre employeur, de manière à ce que les compétences que vous êtes supposé obtenir durant ce droit individuel à la formation soient compatibles à la fois avec votre évolution, mais avec l'évolution de l'organisation. Donc là encore, tour de passe-passe, droit individuel, j'en fais ce que je veux,
réalité, il n'est utilisable qu'à condition que votre autorité tutélaire, dans le cadre de votre contrat de travail, qui est un contrat, je vous le rappelle, de subordination, soit d'accord avec cette affaire-là. Et non seulement le droit individuel n'est pas un réel droit individuel, mais qui plus est, le ver était dans le fruit depuis 91, à nouveau la possibilité, voire l'obligation dans certains cas, de faire ce diff hors temps de travail. Et donc, ce droit de 71, où on avait acquis la possibilité de se former sur son temps de travail avec le maintien de la rémunération, est une fois de plus menacé dans un nouveau compartiment de la formation des adultes. Voilà. Et qui plus est, vous le savez sans doute aussi bien que moi, le DIF dans un certain nombre d'organisations de travail est détourné. Il est réintégré au plan de manière habile, quelquefois, sans que ce soit une possibilité réelle de développer un DIF. Donc, voilà. Donc, nous régressons. 2009, ouais, je vais vite. On veut sécuriser les parcours professionnels. Donc on va mettre en place un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui est très vite ponctionné par l'État, qui l'est encore, et qui aujourd'hui va peut-être être obligé d'emprunter pour pouvoir fonctionner. C'est quand même absolument extraordinaire, à un moment où le crédit est tellement cher en plus. Voilà. Et au moment où on invente ce fonds de sécurisation paritaire des parcours professionnels, il faut bien dire que nous sommes socialement dans de grands déséquilibres et qu'on est plutôt dans l'insécurité sociale, l'insécurité des parcours professionnels, hein, pour reprendre une image de Robert Castel, plutôt que dans de la sécurisation. Hein. On est tous ballottés d'une entreprise à l'autre, voire elles ferment, voire elles sont en difficulté, voire elles se restructurent, mais on est plus dans l'insécurité que dans la sécurisation. Hein, même si là encore, l'intention est généreuse. Hein, mais des intentions aux actes, il y a effectivement de grandes différences. C'est vrai que ce fonds paritaire est très intéressant dans la mesure où il y aura une obligation d'y contribuer et que la contribution de l'entreprise pourra aider des demandeurs d'emploi à se former. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il n'y avait pas de solidarité entre les dispositifs demandeurs d'emploi et les dispositifs entreprises. Reste que l'exercice semble compliqué, il y a quelques essais, il faudra évaluer ce fonds, je pense, d'ici à 3, 4, 5 ans, s'il survit aux ponctions étatiques régulières. Cette loi de 2009, nouveau regret, le CIF est possible hors temps de travail. Donc là encore, vous aviez un congé individuel de formation avec maintien de la rémunération sur des durées relativement longues. Eh bien, à nouveau, vous allez pouvoir faire prendre en charge les frais pédagogiques, ce qui est déjà important, j'en conviens, mais tout l'aspect rémunération sur le temps de travail, confort relatif pour apprendre, est menacé, même si aujourd'hui cette mesure-là semble pas très utilisée encore. Voilà. Et toujours dans le cadre du regret, c'est le renforcement de l'appareil d'État sur le contrôle de la formation, à la fois du côté des OPCA et à la fois du côté des régions. Et donc, Jean-Marie Lutringer, que vous connaissez de nom probablement, il parle de néocorporatisme, lui. C'est-à-dire que l'État oblige les organisations patronales et les organisations syndicales à travailler ensemble sous sa tutelle. C'est ce que Vichy, grosso modo, faisait au temps de sa gloire. C'est pas moi en plus. Hein. Puis Jean-Marie Lutringer n'est pas un gauchiste échevelé. Moi non plus d'ailleurs. Moi non plus. Pardon ? Échevelé, oui. Gauchiste. Gauchiste, on ne sait pas, mais échevelé. Mais là, c'est l'hôpital qui se... Voilà. Non, enfin, on peut revenir sur ce terme-là, dans lequel je ne me retrouve pas. Non, pas échevelé, je l'ai été. Voilà, parce que c'est pour des raisons, là encore, d'histoire sociale. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Pour moi donc, j'ai encore un peu de temps. Vas-y. C'est encore au moins 15 minutes. Oui, ça... Voilà, donc pour moi, si on regarde les choses d'un peu de ma place, hein, puisque je suis supposé vous enchaîner, je pense que le bilan de ces 40 dernières années est globalement négatif. Encore pour refaire une allusion facile, mais il fallait bien la faire, voilà. Parce que quand on regarde les choses d'un peu près, on nous dit... Il y a de la formation, mais on manque d'informations. Il est clair qu'aujourd'hui, malgré la loi de 2009, qui est aussi une loi sur l'orientation, eh bien, il y a autant de gens aujourd'hui qui ne savent pas quels sont leurs droits ouverts à la formation. Et donc, malgré la multiplicité des structures, il y a toujours une information qui ne passe pas. Alors, pourquoi ne passe-t-elle pas ? Qui est responsable qu'elle ne passe pas ? C'est vrai que les gens ne vont pas la chercher, mais peut-être qu'elle est difficile à trouver aussi quelquefois. Donc,
ça, c'est à mon avis un élément qui est tout à fait négatif. En gros, c'est ceux qui savent, et souvent ceux qui savent, c'est ceux qui ont eu la première, qui vont avoir les bonnes informations pour trouver la seconde. Autre élément dans ce bilan tout à fait bilan, on nous donne des lois de plus en plus fréquemment, et à un rythme absolument terrible. On n'a pas le temps de les mettre en œuvre que déjà on nous en met une autre. On a à peine dépensé 30 milliards par an qu'on trouve que ça fait trop de dépenses. Quand on fait, il y a les salaires, il y a plein de choses là-dedans, c'est pas de la dépense de formation. Et puis, ces lois avaient toute prétention à éclaircir le maquis de la formation, de manière à ce que l'information passe et que les gens s'y retrouvent. Et on s'aperçoit, aussi bien les collègues des OPCA que les opérateurs de formation que les autres, que le millefeuille dont on parlait, c'est plus 1000 feuilles qu'il a. C'est 1200 ou 1500 et que c'est de plus en plus compliqué. Et plus c'est compliqué, plus les individus vont devoir recourir à des professionnels qui ne s'y retrouvent pas toujours pour éventuellement s'orienter, choisir, décider d'un départ en formation. Donc il y a une espèce d'opacité, alors, qui est peut-être pas volontaire, mais qui globalement est bien réelle. Et je crains que la nouvelle loi, qui ne verra sans doute pas le jour, mais qui a été souhaitée par le président de la République, si elle avait lieu et si elle voyait le jour, il est probable qu'elle rajouterait encore un certain nombre de complexités à un dispositif qui est déjà extrêmement complexe. Autre élément dans ce bilan qui n'est pas tout à fait satisfaisant de mon point de vue, c'est que il y a des inégalités d'accès à la formation, et que depuis 20 ou 25 ans, il y a un certain nombre de populations qui ont très peu recours, très peu accès à la formation, et qu'on ne s'est pas donné les moyens, de mon point de vue, pour que ces gens puissent y accéder. Donc tous les ouvriers de PME, toutes les femmes ouvrières, les adultes en situation d'illettrisme, les gens de la grande distribution par exemple, sont très en deçà de ce qu'il serait nécessaire pour qu'ils puissent se former. Voilà. Et puis l'éducation populaire est complètement en berne quand elle n'a pas elle aussi, alors ça sera, je reviendrai l'année prochaine, instrumentalisée par les pouvoirs publics et régionaux. Autrefois, vous savez, dans l'éducation populaire, vous aviez un projet, une identité pédagogique, et vous demandiez, c'était déjà beaucoup, des subventions pour mettre en route ce projet-là. En gros, on vous évaluait sur la nature du projet, des intentions, et vous pouviez faire. Aujourd'hui, vous êtes enfermé dans le cadre d'appel d'offres. Et donc, vous êtes à la botte, et grosso modo, vous faites ce que les responsables territoriaux vous demandent de faire. Donc on a complètement changé la dynamique de l'éducation populaire. Autrefois, elle était dans l'intention et le projet. Son projet, aujourd'hui, elle est dans la réponse au projet d'un certain nombre de responsables territoriaux, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient départementaux. Ce qui change fondamentalement les possibilités d'action, voire la concurrence entre les structures d'éducation populaire, qui est là aussi un nouveau pas de l'économicisme qui se met en place dans nos secteurs. Autre élément, toujours un peu dans cette visée, vous allez dire, il est malade ce garçon, pas du tout. Le CIF, belle avancée, malgré le fait qu'il ait été écorné et remis en cause quelquefois. En 25 ans, il y a grosso modo 1 million de personnes qui sont parties en CIF. 1 million, ça fait beaucoup. J'ai fait un petit calcul, il y a grosso modo 17 millions d'actifs dans le secteur privé. En gros, si on voulait que ces 17 millions d'actifs du secteur privé puissent obtenir un CIF, il faudrait 425 ans. Donc ça laisse de l'espoir. Remarquez, l'espérance de vie ne cesse de croître. Alors, peut-être que pour les derniers d'entre nous, voilà. Donc, là encore, alors c'est vrai que le Tringer m'a dit, oui, mais il n'y a que 4 ou 5% de gens qui auraient besoin ou qui souhaiteraient un CIF. Ça, je crois pas. Je pense que Jean-Marie Le Tringer se trompe là-dessus. Il y a 4 ou 5% qui les demanderaient éventuellement, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les CIF sont terriblement encadrés par les OPCA. Et si le CIF était un vrai congé individuel à l'initiative de l'individu, je pense que la demande serait bien plus importante. Alors, sans doute pas à hauteur de 17 millions, mais sans doute pas non plus à hauteur de 3 ou 4%. Voilà, bon. Ceci dit, on n'a pas les moyens de vérifier ni son hypothèse ni la mienne, donc on en restera là pour l'instant. Autre chose qui m'amène à dire que ce bilan n'est pas tout à fait satisfaisant, c'est toutes les formations qui ont été montées entre 1976 pour les premières avec les plombards jusqu'à aujourd'hui en direction des jeunes, puis des demandeurs d'emploi dits de longue durée. C'est-à-dire il y a eu énormément d'argent engagé pour peu d'effets réels sur la possibilité de ces personnes de se constituer une vraie qualification et une reconnaissance de leurs compétences.
Et avec l'effet pervers, c'est de dire pourquoi y aller maintenant? De toute façon, ça sert pas à grand chose. Et ce que disait Pierre Caspar par rapport aux propositions là encore du président de la République, c'est sans doute juste, quoi. Une formation de plus, pourquoi faire? Voilà. Sauf si il y a une augmentation des indemnités durant ce temps-là, on comprendra que les gens s'y engagent, quoi. Voilà. Et donc, beaucoup d'argent mobilisé et peu d'efficacité sociale quand on y regarde de très près par rapport aux moyens qui ont été engagés. Voilà. Et puis, autre élément qui là aussi est significatif de quelque chose qui n'a pas été un progrès, c'est la précarité du milieu. C'est le nombre de précaires, c'est en gros les précaires parlent aux précaires dans certains coins. Hein, c'est ce que disait déjà Elisabeth Duguay qui travaillait au CNAM dans les années 80. Hein, donc on aurait voulu construire un appareil de formation en montrant que c'était un vrai investissement pour la nation, comme certains disent. Il est probable qu'on n'aurait pas laissé toute une partie de notre groupe social dans une telle précarité, avec l'effet pervers que là encore ça a. Dès que les gens trouvent du boulot en CDI dans les banques, eh ben ils vont travailler dans les banques. Hein, c'est-à-dire qu'on perd régulièrement de la compétence et de la qualité, puisque un certain nombre de nos collègues nous quittent dès qu'ils trouvent des situations sociales un peu plus stabilisées.